Le 12 juin 2024, après des années sous Allegri, la Juve décide d'entamer un nouveau cycle en donnant les clés de l'équipe à un entraîneur qui a le vent en poupe, Thiago Motta. Celui qui a emmené Bologne en Ligue des Champions pensait continuer l'aventure en Émilie-Romagne, mais l'offre de la Juve est arrivée sur la table et il n'a pas pu refuser. C'est donc à la Juve que la suite de sa carrière devait s'écrire, c'est bien ce qu'il s'est passé, mais pas assez longtemps à mon goût. Malheureusement, après une élimination chaotique en Coppa Italia, en Ligue des Champions, et deux lourdes défaites en championnat, la Juve a pris la décision de se séparer contre toute attente de son entraîneur, qui était tout de même un point de l'objectif de la saison, étant une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Vous l'avez compris, grâce au titre de la vidéo, c'est la suite de notre petite série sur les bilans des clubs, et aujourd'hui, on va analyser cette saison bien animée côté vieille dame, elle qui devait retrouver une seconde jeunesse. L'Italo-Brésilien avait pour mission de changer profondément le système de jeu et le style de l'équipe afin de concurrencer dès le début en Serie A et de progresser autant que possible en Ligue des Champions. Pour réussir, Motta pouvait compter sur certains cadres et de nombreux nouveaux venus à la suite d'un mercato qui semblait XXL. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai lorsque j'écris cette vidéo et je peux vous garantir que 85% de ce mercato a été un total échec. Commençons par le cas épineux Ton Koopmeiners. Arrivé cet été en provenance de l'Atalanta pour 51 millions d'euros, le néerlandais a suscité la joie des supporters qui voyaient en lui, à juste titre, l'un des nouveaux leaders techniques de la Juve, mais il reste à ce jour le plus grand mystère de la vieille dame. Le néerlandais était le cœur et le cerveau d'une DA aussi belle qu'impitoyable. Il savait quand accélérer le moteur et quand le ralentir pour laisser ses coéquipiers reprendre leur souffle, quand piquer avec des insertions ou des verticalisations au millimètre près, et surtout quand se sacrifier dans la phase de non-possession. Un joueur complet et peut-être irremplaçable, même pour une équipe comme l'Atalanta habituée à vendre ses joyaux. À la Juve, le Hollandais est devenu un joueur solitaire, confus, incertain, mais surtout peu lucide comme en témoignent toutes les paires de balles lors de cette saison, des erreurs inacceptables pour un joueur de son talent et de son expérience. Autre cas critique qui est selon moi le pire de cette saison, Douglas Luiz. Son arrivée m'avait tellement hypé. Je me demandais comment la Juve pouvait attirer un joueur de son calibre. Force est de constater que la hype était là, mais le niveau pas vraiment. À vrai dire si, le niveau est toujours intact, mais on ne va pas se le cacher. Douglas Luiz a participé à seulement 23 matchs depuis son arrivée en Italie, trop peu pour un joueur de cette envergure. Que ça soit sous Thiago Motta ou sous Igor Tudor, le Brésilien est sans cesse passé en second choix derrière des joueurs comme Thuram, Locatelli ou encore McKennie. En plus des choix tactiques de ces derniers, Douglas Luiz n'a pas montré une fiabilité à ses coachs. Il a souvent été blessé et a manqué de conditions physiques qui entravaient ses performances. La question est maintenant de savoir quel est son avenir. Va-t-il rester et enfin prendre ce milieu qu'il devait diriger, ou bien la Juve profitera de sa valeur pour l'insérer dans un nouveau deal, Sandro Tonali par exemple. Voilà ce qui a été les deux grosses déceptions de ce mercato estival, d'autres aussi ont bien sûr déçu. Oui, Nico Gonzalez, je parle de toi. Cependant, ce qui m'a énormément plu a été la doublette de Français, Pierre Kaloulou, véritable révélation de cette saison, Khéphren Thuram, qui lui a pris un peu de temps avant de devenir un titulaire indiscutable dans ce milieu, et pour beaucoup, lui, c'est le meilleur joueur de la saison de la Juve. En ce qui concerne le reste du mercato, Di Gregorio a été très solide, mais a quand même connu quelques moments de difficulté. Pareil pour Chico Conceição, l'ailier portugais ne devrait pas voir son option d'achat levée à mon grand désarroi. Perso, moi j'y croyais beaucoup en lui, c'est le seul qui m'a vraiment fait kiffer offensivement, avec des dribbles que l'on n'avait plus vus depuis un certain Douglas Costa. Et j'ai donc décidé de conclure la liste des arrivées par Juan Cabal, car ça me permet d'ouvrir un autre dossier qui a plombé cette saison turinoise, l'infirmerie. Si le Colombien a bien été victime d'une rupture des ligaments croisés qui l'a mis out toute la saison, cette même blessure a mis out toute la saison Gleison Bremer. Le Brésilien était le joueur le plus fiable de cette jeune équipe, il était le capitaine, le leader, le joueur le plus expérimenté. Malheureusement, il a pris part à seulement 7 petits matchs cette saison, alors que la Juve semblait infranchissable avec lui, 0 but encaissé en Serie A. La vieille dame a vécu une année surréaliste en termes de blessures. La saison de la Juve a été conditionnée depuis le début par une très longue série de blessures. Le problème de Gatti n'est que le dernier d'une longue liste qui a conditionné les choix de Thiago Motta, avec comme point d'orgue un mois de novembre avec seulement 13 joueurs de champ disponibles en Serie A et en Ligue des Champions. Une situation d'urgence presque paradoxale à laquelle Igor Tudor a dû également faire face, bien que dans une moindre mesure pour la fin de saison championnat et le mondial des clubs. Ces problèmes décelés au début du mois de septembre, après les débuts convaincants contre Como et Verona, se sont répétés au fil des mois. Certes, les blessures, surtout en défense, n'ont pas facilité la phase d'assimilation du jeu de Motta, mais le sentiment, après 8 mois sous les ordres de l'ancien entraîneur de Bologne, était que la Juve, en réalité, n'a presque jamais mis en pratique cette idée de jeu. Le jeu fluide et surtout excitant, qui distinguait Zirkzee et ses coéquipiers la saison dernière,
a fondu comme neige au soleil à Turin, ou plutôt, il ne semble jamais été ancré dans cette équipe, et si on ajoute à cela les échecs sportifs, élimination de la Ligue des Champions et de la Coppa Italia en 7 jours, en plus des humiliations face à la Fiorentina et la Dea, les carottes étaient cuites pour Thiago Motta. C'est donc ça, après 8 mois, la Juve avait le choix entre garder ou se séparer du jeune entraîneur, et dans un club habitué à prendre des décisions à tête reposée, l'option choisie a été celle de se séparer de Thiago Motta après seulement 8 mois. La vieille dame a mis fin à son nouveau projet bien trop tôt, les dirigeants n'ont pas senti qu'ils pouvaient conclure avec Motta la première saison de ce nouveau cycle et de toute évidence, les dissensions internes étaient irrémédiables. La décision de prendre Tudor, ce n'est pas un hasard. Elle semble aller à l'encontre de la tendance, une sorte de all-in, on va le dire, sur des concepts opposés et inversés, presque comme si la zone sportive bianconera se sentait obligée d'aller au-delà de ses choix faits il y a quelques mois, une démarche audacieuse, risquée, mais surtout un sentiment d'aveu de faiblesse. Mais avant de donner mon avis sur la gestion Motta, comprenons les raisons qui ont poussé le club à se séparer de l'ancien du PSG. Après un début positif, couronné par une belle victoire à Leipzig à 10-11, la Juve a commencé à stagner en octobre. C'est en Allemagne que Motta perd Bremer, le pilier de sa défense, mais aussi de la phase défensive au sens absolu du terme. Dès lors, les bianconeri ont peiné à être agressifs, à presser leur adversaire et à faire tourner le ballon rapidement. La perception commune était que les bianconeri contrôlaient trop le jeu par la possession, qu'ils jouaient de manière répétitive et surtout de manière prévisible. Le fait qu'ils peinaient à marquer est incontestable, en ce sens que les statistiques sont là pour en témoigner, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'échappatoire. Ce sentiment s'est prolongé lors de la dernière ligne droite de 2024 et tout au long du début de l'année 2025, période où les résultats ont commencé à se dégrader, surtout en Ligue des Champions, avec l'élimination face au PSV, même si en championnat, les choses allaient un peu mieux puisqu'en février, les bianconeri enchaînaient 5 victoires consécutives, mais les matchs contre le PSV ont marqué un tournant, je peux même dire une déchirure au sein du club et dans la direction. Face aux Néerlandais, c'était comme si Motta avait franchi la ligne qui séparait l'identité de l'entêtement, surtout à un moment où la plupart des autres joueurs de l'équipe ne semblaient pas pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans le système. Si l'on regarde les formations choisies contre le PSV, la Juve a joué à Eindhoven avec Koopmeiners, Locatelli et McKennie, renonçant ainsi à Thuram et Yildiz, sauf que dans une équipe qui voulait inévitablement avoir tendance à faire bien circuler le ballon, était-il judicieux de renoncer à 2 joueurs qui pouvaient faire exactement cela? D'ailleurs, préférer Koopmeiners à Thuram était totalement illogique au vu des prestations fantomatiques de Teun. Il en avait même pour les latéraux, malgré l'état de santé de Cambias qui n'était pas parfait. Pourquoi s'obstiner à adapter Savona sur le flanc gauche? C'est donc plein d'interrogations pour une élimination assez humiliante pour les tifosi bianconeri. Les choix et les rotations de Thiago Motta étaient loin d'être convaincants. Il ressemblait plutôt à des mouvements pour forcer son équipe à jouer à son système qu'à des tentatives d'ajuster les joueurs entre eux pour leur permettre de donner le meilleur. Le sentiment était que Thiago Motta peinait à avoir un impact rapide et incisif sur son équipe, une situation qui en quelque sorte a fini par compromettre les relations avec son propre groupe. Des relations pas vraiment brillantes comme on peut le comprendre après la défaite retentissante contre Empoli en quart de finale de la Coppa Italia. Nous avons joué une première mi-temps qui m'a fait honte et j'espère que mes joueurs ressentiront la même chose. On peut faire des erreurs dans tous les domaines, mais pas dans notre attitude comme celle-là. Voilà ce qu'avait déclaré Motta après l'élimination à Empoli, une première interview où Motta ne défendait pas ses joueurs, mais souhaitait faire comprendre l'importance du maillot au sien. Mine de rien, lorsqu'on y pense maintenant, il s'est peut-être tiré une balle tout seul, mais en même temps, il est impossible d'ignorer ces déclarations si directes, si sincères, parce qu'elles marquent un avant et un après dans ce qui, en théorie, du moins une révolution commencée il y a quelques mois, une révolution qui par conséquent est toujours en cours et qui en fait a conduit à la suppression de tous les tauliers. Rabiot, Chesney, Alexandro sont partis, Danilo est parti en janvier, la Juve s'est entièrement reposée sur son entraîneur et sur Giuntoli, mais après Empoli, il est devenu encore plus évident que ce ménage n'a pas créé de nouveau leadership. Souvent, dans certains cas, on finit par parler d'environnement, d'ADN, d'un passé qui doit inévitablement se répercuter dans le présent, mais plus simplement, il peut arriver qu'un entraîneur et des joueurs ne parviennent pas à s'accorder, à trouver et à parler un langage commun. On a l'impression que le lien entre Motta et la Juve n'est jamais né, ou qui, en tout cas, s'est effondré au point de stagner et de régresser dès l'apparition des premières difficultés, parce que les joueurs n'ont pas pu et ne peuvent pas transposer les directives de Motta parce que Motta n'a pas compris comment se comporter avec les personnes avec lesquelles il travaille. Lui a sûrement manqué de management, mais il n'y a aucun doute. Motta est un très bon tacticien, mais ça ne fait pas tout pour un entraîneur. Le fait que Motta ait admis certaines choses est en quelque sorte une confirmation de ce sentiment. La Juve 2024-2025 a été construite selon ses indications et selon le travail du directeur sportif. Nous ne savons pas dans quelle mesure ces demandes ont été satisfaites, mais en fin de compte, ce travail n'a pas porté ses fruits.
Cela peut arriver, cela est arrivé à la Juve, tous les joueurs sont à blâmer, il est clair que la responsabilité incombe en premier lieu à ceux qui ont pris les décisions, mais il est également vrai qu'en fin de compte, un joueur peut s'avérer inadapté pour jouer dans une certaine équipe, d'une certaine manière, ou plus simplement encore, il peut avoir été surestimé et ne pas répondre aux attentes. Mais au final, quelles sont les raisons de cet échec? Quelles sont les raisons de l'échec du projet Motta? Aujourd'hui, avec le recul, il est facile de dire que l'équipe de la Juve montée par Giuntoli ne disposait pas de joueurs adaptés au football prôné par l'ancien entraîneur de Bologne, tout comme il serait facile de souligner que ce même entraîneur de son côté a été beaucoup trop cérébral et têtu dans ses choix, lui qui n'a cessé de révolutionner son équipe depuis le début de la saison sans renoncer à des principes de jeu dont il est désormais clair qu'ils ne conviennent pas à certains éléments de son effectif. Enfin, et c'est aussi un aspect central, une bonne partie des joueurs les plus attendus ont eu des performances catastrophiques tout au long de la saison. Il suffit de citer deux noms parmi tous, Dusan Vlahovic, Ton Koopmeiners pour comprendre, mais on ne va pas oublier Kolo Muani, qui a bien débuté mais a très mal terminé comme pour Renato Veiga. Les joueurs comme Gatti, Cambias ou Yildiz ont connu des moments forts lors de cette saison, mais n'ont pas su répondre présent lorsque la Juve en avait le plus besoin. En bref, au milieu de tout cela, il y avait Thiago Motta, choisi comme nouvel entraîneur, mais surtout comme visage d'un nouveau projet, d'une nouvelle Juve, comme celui qui aurait dû faire changer de philosophie, d'approche, voire de style et Juve. Il devait être l'homme de référence pour la construction d'une équipe contemporaine, jeune et pétillante, et voilà que ce projet a échoué de manière tonitruante et surtout de manière inattendue. Comme vous le savez tous, j'étais un très grand partisan de l'arrivée de Motta sur le banc de la Juve, un entraîneur qui propose un jeu intéressant, en plus d'avoir une marge de progression énorme. Alors oui, il a été mis en difficulté sur beaucoup de matchs, ses choix étaient injustifiés, en plus d'être têtu sur sa façon de jouer, mais il ne faut pas oublier qu'il a été privé de son meilleur joueur dès le mois d'octobre, les blessures à répétition, et que la Società ne l'a pas aidé, en plus des recrues qui n'ont pas répondu présent. Alors pourquoi on a laissé Allegri 3 ans sur le banc et seulement 8 mois à Motta? Perso, j'ai pas du tout compris ce move. En début de saison, on parlait d'un début de projet, d'un nouveau projet avec une nouvelle idée de jeu et surtout une autre philosophie. Et dès le mois de mars, on fait déjà marche arrière en se séparant de lui honteusement par téléphone. Ok, l'entraîneur doit se remettre en question et est remis en question à juste titre, mais l'organigramme de la Juve n'est plus sain. Surtout depuis le départ d'Agnelli, Marotta et Nedved, nous ne retrouvons plus de personnes avec de la Juventinita, le président est inexistant, le directeur sportif est incompétent, et j'en passe, etc. Aucun n'a aidé Motta dans cette aventure, et la façon dont il a été licencié le démontre. De plus, selon moi, une équipe se réalise en 3 mercatos. Motta en a eu seulement un, car le mercato hivernal a été une faillite complète. Je peux comprendre les personnes qui voulaient qu'il parte, mais la patience est une chose importante, surtout dans le football actuel. C'est un énième retour en arrière pour la Juve qui ne sort plus de cette spirale infernale. Ensuite, il y a eu le retour de Tudor, un énième aveu d'échec et bien à l'image d'une direction inexistante depuis des années. Faire sauter un projet pour une fois ambitieux, après 9 mois et à 1 point de son objectif, abandonner son entraîneur seul face aux tifosi et journalistes à la première occasion, démontre une perte de Juventinita de cet organigramme. Igor Tudor a donc fait son retour en tant que pompier de service, cela a été une décision forte, tout d'abord de la part de Giuntoli qui a choisi d'avorter le projet lancé l'été dernier, pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire une 4e place qui mènerait la Juve à la Ligue des Champions. L'entraîneur croate a apporté avec lui une philosophie de jeu radicalement différente de celle de son prédécesseur, basée sur l'agressivité, la verticalité et une identité tactique bien définie. Le passage du 4-2-3-1 de Motta au 3-4-2-1 ou 3-5-2 dans une certaine variante représente un net revirement. Avec le retour au premier plan de la défense à 3, il est reparti avec 2 choses simples, de la solidité défensive et du dialogue avec les joueurs pour retrouver cette continuité de performance qui avait souvent fait défaut sous la direction de Motta. En quelques mois, il a remis l'équipe sur les bons rails afin de qualifier le club en Ligue des Champions, ce qui lui assurera peut-être une confirmation pour la saison prochaine, affaire à suivre après le mondial des clubs. Voilà que se conclut cette analyse de la Juve 2024-2025, une saison pleine de rebondissements mais qui ne m'a pas rassuré. Alors que la Juve devait repartir avec un projet ambitieux, elle a rapidement stoppé aux premières grosses difficultés que le club a connues, mais surtout à 1 point de son objectif du début de saison. Oui, à la Juve, il faut toujours gagner, mais la patience est une vertu très importante dans le football. Klopp et Arteta peuvent en témoigner. Pour nous, tifosi de la Juve, cette saison est sans aucun doute à oublier. Voyons maintenant qui s'assiera sur le banc de la Juve dès juin prochain. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos sur la Juve, un mercato idéal pour la saison 2025-2026 arrive très prochainement. Sur ce, nous on se dit à très vite l'équipe. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.